S'il y a un roi qui a été bien aimé, c'est vraiment Louis XV. Et marié à 15 ans, oui, vous avez bien entendu, marié à 15 ans à une jeune fille de 22 ans. Et à 17 ans, le roi est père de 2 enfants, car ce sont de jolies jumelles, alors que l'on attendait un dauphin, puisqu'il fallait un héritier à la couronne. Le roi, avec entrain, car il adorait la reine, lui fera 10 enfants en 10 ans. La belle Marie Lesinska, épuisée, sur ordre des médecins, ferma sa chambre au roi, qui un jour où il venait rejoindre sa femme trouva porte close. Après 10 ans, le roi est officiellement seul. Pas pour longtemps. Il est le plus bel homme d'Europe, il est le roi de France et il n'a pas 30 ans. Souvenez-vous que Louis XIV avait été fou amoureux de la nièce de Mazarin. Louis XV, l'arrière-petit-fils de Louis XIV, va tomber follement amoureux à son tour de l'arrière-arrière-petite-nièce de Mazarin, Louise de Mailly. Pas si jolie, mais douce, avec beaucoup de cœur. Tellement de cœur qu'elle fera venir à la cour ses sœurs, dont Pauline de Maynel, qui prit la place de sa sœur dans le cœur du roi et la fit chasser de la cour. Oh, Pauline, Pauline qui aura un enfant du roi, Charles, qui ressemblait tellement à son père que l'on le surnomma Demi-Louis. Pauline mourut quelques jours après sa naissance, rentra alors la première sœur, toujours aussi bonne. Elle fit venir près d'elle sa sœur Marianne, qui, les mêmes causes faisant les mêmes effets, devint la troisième sœur à être la maîtresse du roi. Comme d'habitude, la première sœur repart de la cour. À l'époque, les chansonniers se demandent ce qui peut bien pousser le roi à se cantonner à ses 3 sœurs. Et on se gauze si c'est par fidélité que le roi reste dans la même famille. Mais Marianne va mourir à 27 ans. Le roi est à nouveau seul, et toutes les femmes de la cour se demandent déjà avec qui. Un grand bal costumé donné pour le mariage du dauphin, dit le bal des Ifs, où Jeanne-Antoinette, le Normand d'Étiole, retrouve le roi déguisé en If, et elle devient Madame de Pompadour. Née bourgeoise, et cela va lui être reproché par certains, mais elle est la femme la plus aimable du monde. Et quand elle ne pourra plus être aimée pour des raisons médicales sur lesquelles je passe, elle restera la meilleure amie du roi. Et sans doute facilitera les relations du roi, qui passaient, mais ne duraient pas. Il n'y avait qu'elle qui durait à Versailles. Le roi ne parle pas. Élevé par un cardinal, il connaît la puissance du verbe quand on est roi. Madame de Pompadour dira que l'on ne sait jamais ce que pense le roi. Encore moins est-il possible de l'influencer. Le grand peintre Latour vient à Versailles pour faire le portrait de la marquise de Pompadour. Et ce génie parle en peignant. Arrive le roi. Latour, dont le génie lui permet de tout dire, parle alors politique. Sire, on manque d'armée, de cela, de ceci. On n'a pas de marine, par exemple. Si, répond seulement le roi. On a Vernet, remettant avec cette élégance royale le peintre à la peinture. Le roi réunit à Versailles toutes les techniques d'avant-garde, et le premier ananas qui poussera en Europe naîtra à Versailles dans les serres chaudes de Trianon. Le café y pousse aussi. Voici le moulin à café de Madame Pompadour, or jaune, or rouge pour les grains, or vert pour les feuilles, avec une poignée en jaspe rouge. Le théâtre est toujours présent à Versailles. Et nous voyons là la marquise de Pompadour dans une scène de l'opéra Assis et Galatée. En 1749, dans ce petit théâtre qui était monté en quelques heures dans l'escalier des ambassadeurs. Le roi put construire ensuite ce divin théâtre, l'opéra dans le château de Versailles. Casanova, le grand séducteur, a été à Versailles aussi. Le premier jour qu'il alla à l'opéra, c'était une musique de lune. Il était assis juste en dessous de la loge de Madame de Pompadour où était Monsieur de Richelieu. Monsieur de Richelieu lui demanda laquelle des 2 actrices sur scène lui plaisait le plus pour la beauté. Celle-là, monsieur. Mais elle a de vilaines jambes. On ne les voit pas, monsieur. Et puis, dans l'examen de la beauté d'une femme, la première chose que j'écarte, ce sont les jambes. Casanova dit,
qu'il avait dit ce mot par hasard. Croyant Madame de Pompadour endormie, le prêtre fait le mouvement de se retirer. Et la marquise de Pompadour murmure: « Encore un moment, monsieur le curé, nous nous en irons ensemble. » Elle meurt à 42 ans, regrettée de tous. Lorsque le cortège funèbre quitte le château de Versailles, le roi est à la fenêtre et dira tristement en s'agenouillant: « Voilà les seuls devoirs que j'ai pu lui rendre. » Mais revenons en arrière. Cette beauté, modèle de Fragonard, est Louise O'Murphy, qui donnera une fille à Louis XV et mourra en 1815, après avoir tout vu. Mademoiselle de Romance lui donne un garçon, Louis-Aimé, qui sera abbé. Elle aussi n'habitera jamais au Parc aux Cerfs. Le Parc aux Cerfs, c'est une petite maison près du château où étaient hébergées certaines des nouvelles conquêtes du roi. L'endroit aurait pu s'appeler le Potager, Neuilly, la Muette, Passy, mais non, l'histoire est facétieuse et il s'appelait le Parc aux Cerfs, prêtant le flanc à des interprétations peu bienveillantes. Puis, pardon pour la liste, mais c'est historique, vers Mademoiselle Tiercelin, Marguerite Hainaut, morte en 1823, elle aura, elle aussi, vu tant de choses, et Lucie d'Estaing. Ont été citées les 6 femmes dont Louis XV aura 8 enfants en tout. On le sait précisément, car le roi avait pris la précaution de créer une tontine devant notaire. Tontine, capitale à répartir entre eux sur les survivants. Le dernier amour de Louis XV va être la plus belle femme d'Europe, Madame du Barry. Élevée dans l'institution la plus élégante, encore une bourgeoise, diront certains, mais un duc célèbre rira qui n'a jamais eu de femme plus élégante, avec un air très noble. Bonne et toujours positive, comme Madame de Pompadour. La cour a une étiquette. On ne sort d'une pièce qu'après 3 révérences, sans jamais tourner le dos au roi. Le roi est assis sur une chaise plus haute, et Louis XV est entouré de beaux objets. Qu'était la vie alors? Le roi travaille. Il fait même faire ce bureau, spécialement. Il ne veut pas que l'on voie sa correspondance. Le bureau est fermé avec une seule clé. Il a des dossiers à côté, est informé de tout. Comment fait-il espionner ses ministres? On ne le sait pas bien encore. Le secret du roi était bien gardé. Mais quand un ministre veut déclencher une guerre à l'insu du roi, le roi informé leur envoie écrit lui-même qu'il n'y aura pas de guerre. Même au Petit Trianon, le roi a de quoi écrire, avec exactement les mêmes tiroirs du bureau cylindre. Voilà ce tiroir qui était à Trianon, enchâssé aujourd'hui dans ce petit bureau. Oui, c'est un style qui est plus proche de nous. Et quand on voit, à l'inauguration du pavillon de Louvciennes, chez Madame du Barry, des pieds de chaise droits, on pourrait croire qu'ils sont de Louis XVI, mais ce n'est pas le cas. Encore une fois, c'est Louis XV. C'est au Petit Trianon que se déclara la maladie du roi. Porté par des laquais dans sa robe de chambre par le petit escalier, Louis XV donna l'ordre à sa voiture d'aller à toutes jambes et en retourna au château. Le roi, qui avait pour cachet personnel un cœur orné de 2 ailes d'ange, mourut, veillé par ses filles. À la Révolution, on ouvrit son cercueil et le visage du bien-aimé était intact. Alors c'est maintenant, au moment du générique, que tu trouves que j'aurais dû parler aussi de ce que Louis XV avait fait pour Paris. Mais le sujet sont les amours de Louis XV. Bon, d'accord, il aimait aussi Paris. Louis XV construit la place de la Concorde, l'école militaire, Saint-Sulpice, la Monnaie de Paris, entre autres. On lui doit aussi l'acropole de l'art français. L'expression n'est pas de moi. L'acropole de l'art français, c'est le Petit Trianon, construit juste à côté des serres chaudes, le nec plus ultra de la recherche botanique. Au Petit Trianon se trouve encore la pendule d'ivoire que le roi a tournée, car tous les rois de France ont une éducation manuelle. Le roi aimait aussi les belles tables, et la cuisine aussi fit des progrès inouïs sous Louis XV. Les sauces, les crèmes, plus de 300 potages, et on a encore dans les inventaires les tabliers de cuisine du roi, quand il expérimentait de nouvelles recettes, dont les omelettes aux truffes. Oui, la vie du roi était bien remplie, mais ce n'est rien après la Régence et les mœurs du temps.
On est même loin des 16 enfants naturels de Louis XIV qui faisaient cohabiter dans son carrosse ensemble la reine avec ses 2 maîtresses officielles, Madame de la Vallière et Madame de Montespan. Madame de Montespan, dont il avait reconnu les 2 bâtards légitimés qui avaient essayé d'accaparer le trône créant des désordres. Ah non, l'exemple avait suffi à Louis XV qui a toujours voulu la paix. Quand il devait faire la guerre et la gagnait, il rendait les conquêtes territoriales, ce qui ne plaisait pas à l'opinion publique. Et c'est pacifiquement qu'il réunit la Lorraine et la Corse à la France juste avant la naissance de Napoléon. Car Louis XV mettait avant tout la paix de la France. Et à la bataille de Fontenoy, quand le dauphin le félicite pour la grande victoire, Louis XV, le bien-aimé, répondit à son fils en montrant les champs de bataille où agonisaient les mourants: « Rien ne vaut cela. » Tu sais combien cela fait de générique de fin en réalité? Bon, d'accord, il n'y a pas eu de générique au début. Encore un générique de fin. Il va falloir s'organiser alors. Ah oui, pour les jésuites. Oui, il expulsa les jésuites qui à l'époque étaient si insupportables qu'ils avaient déjà été expulsés même d'Espagne et du Portugal. Mais le roi, petit-fils de Saint Louis, est croyant. Il se confesse. Mais les péchés d'adultère, dans ce cas, les péchés ne sont pardonnés que si on ne recommence pas. Une religion est aussi un ordre social. Alors le roi ne communique pas, car le roi recommence souvent. Il ne traverse plus la galerie des glaces pour aller communier à la messe quotidienne comme sous Louis XIV. Cela perturbe même la mécanique de cour avec les cérémonies de l'ordre du Saint-Esprit. Quand la maladie du roi se déclara à Trianon, le roi venait juste de prendre un chocolat au lait, du chocolat blanc, comble de l'élégance. De retour à Versailles, il diagnostiqua lui-même la maladie en disant qu'il croirait qu'il avait la variole s'il ne l'avait pas déjà eu enfant et était immunisé, car il était aussi très informé de la médecine. Un peu triste comme fin. Bon, alors je vais te raconter une dernière belle histoire. Lorsque Louis XIV meurt à Versailles, le jeune roi Louis XV est obligé de vivre au château de Vincennes et au palais des Tuileries. Et quand enfin, 7 années plus tard, il retourne à Versailles, par un beau jour ensoleillé, il retrouve à 12 ans le château de son enfance. Il remercie le ciel à la chapelle royale, puis il court dans les jardins, court dans les bosquets des jours anciens, court dans le château, court dans la galerie des glaces et s'arrête. Il s'allonge sur le dos, s'allonge sur le plancher pour admirer le plafond de la galerie des glaces. Plafond à la gloire de la France, à toutes les gloires de la France, dans la galerie déjà la plus célèbre du monde.